Pardon de tenir encore quelques minutes, je sais que vous avez tous très soif, très faim, vous êtes très fatigués. La tâche est un peu rude parce que, bon d'abord, j'arrive le dernier, donc tout a été dit, mais en même temps j'ai appris énormément et je vais essayer de rebondir sur quelques petites choses qui ont été dites, y compris dans cette dernière table ronde. J'ai été tout à fait impressionné par ce qu'a dit Louis Michel sur sa façon d'éduquer ses enfants. Moi j'avais commencé un tout petit peu plus tard. Je pense que c'est bien de commencer au moment de la naissance, et même si les médecins ont dit qu'il fallait absolument quand on est enceinte, c'est ça, docteur, on n'a pas le droit de boire. Bon, ah oui, bah, il n'y a pas d'études, Bon, bah, bref. En tout cas, donc je voudrais commencer, si vous me permettez, parce que les géographes partent toujours des documents, et en plus, si c'est un paysage, tant mieux, par vous commenter la couverture du dossier qui vous a été remis ce matin. Donc, le titre de cette journée, c'est 20 terroirs et amateurs éclairés. Et puis, en dessous, il y a une très très belle photographie du Clos de Vougeot, de ses vignes, de la plaine de la Saône, de la forêt de Cîteaux qui est au loin, et dans la brume des côtes du Jura que connaît bien Martin Coutier, et puis même du Mont Blanc qu'on devine un peu dans le fond. Voilà, il y a tout ça sur la photographie. Il y a surtout, non, attendez, c'est pas par hasard, ça. Il y a surtout 20 terroirs et amateurs éclairés, c'est votre devise. Alors, je vous proposerai de la changer. Je ne sais pas si tous les vignerons qui sont dans la salle sont d'accord, mais je voudrais que vous mettiez pas de vin de terroir sans amateurs éclairés. C'est-à-dire que je voudrais vous proposer d'inverser un peu la vision habituelle que l'on a des bons vins, des grands terroirs, c'est-à-dire donc qu'il y a une donnée du ciel qui est le sol, donc ici en l'occurrence il y a cet escarpement de faille avec ces sols très mélangés par l'érosion, par 1000 ans de travail humain, et même un peu plus si on prend les vignes du bas de la pente, puisqu'on sait qu'ils s'étaient travaillés juste au tout début de l'époque romaine. Et puis ensuite, il y a le climat, il y a les climats locaux, etc. Enfin, puis il y a la connaissance du vigneron, qui apprend à travailler ses sols, qui choisit un cépage, qui en choisit un plutôt qu'un autre, qui arrache les cépages qu'il juge moins nobles, comme le duc de Bourgogne l'a fait sur ses terres, puis les rois de France à partir du XIVe siècle, les moines de Cîteaux qui décident de ne plus planter d'arbres fruitiers au milieu de leurs vignes, de clore leurs vignes de façon à ce que les animaux ne viennent pas vaquer au milieu des ceps et donc manger les raisins, en particulier les porcs. Donc tout ça, c'est un laboratoire extraordinaire que cette Côte d'Or, et en particulier ce domaine des terrains des climats de Bourgogne, et qui est le résultat donc d'un très bon mariage entre le travail des hommes, le travail des vignerons sur 1000 ans, et d'un terroir physique comportant des aspects géologiques, pédologiques, hydrologiques. C'est très important ce qu'a dit Jean-Claude Verrouet sur l'eau, la disponibilité en eau, et la rétention de l'eau lorsque les argiles se referment, par exemple. Tout ça est très, très important. Et bien entendu, le climat, dans ses aspects température, dans ses aspects humidité, tout ça, et puis la pente, bien entendu, puisque la pente dans les terrains septentrionaux, dans les zones septentrionales, permet d'avoir des conditions subtropicales, puisque les rayons du soleil qui ne sont jamais à la verticale à nos latitudes sont à la verticale sur un terrain exposé au sud, comme le canton Charlemagne, par exemple. Mais, au fond, est-ce que tout ça est possible s'il n'y a pas des gens qui achètent le vin et qui le boivent? L'idée de cette dernière table ronde à la gloire du fait de boire le vin et de ne pas le déguster le montre bien. Et pour le boire, il faut l'acheter, à moins qu'on ait des vignerons très 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 amis quand on n'est pas producteur soi-même, chez qui on peut aller boire, sinon on est obligé de l'acheter. Et donc, en fait, ce que je voudrais développé comme idée, et elle n'est pas personnelle, c'est Roger Dion le premier qui l'a exhumé. Ce n'est pas une idée de Roger Dion, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est une idée qui a été pour la première fois exprimée par un grand agronome du règne d'Henri IV qui s'appelle Olivier de Serres, qui dans son théâtre d'agriculture et ménage des champs en 1601 écrit « Si n'êtes en lieu pour vendre votre vin, que ferez-vous d'un grand vignoble ?» Et Olivier de Serres donne des conseils aux agriculteurs, aux paysans, pour dire, voilà, vous devriez planter plutôt telle, attention, il y a telle production, comme il fait la
promotion de la pomme de terre, par exemple, qui pourrait vous rapporter de l'argent, vous donner de la nourriture, planter des pommes de terre. Mais à propos de la vigne, il y a cette phrase extraordinaire qui a frappé Roger Dion, essayant de comprendre comment s'organisent les vignobles français, pourquoi il y a des vignes ici et pas là, pourquoi il y a des grands crus réputés à tel endroit, dans telle région, et pas dans une autre, alors qu'il y a des potentiels viticoles partout. Il y a plein de régions françaises dans lesquelles on pourrait aujourd'hui, on pouvait aussi hier produire du vin, du bon vin, voire du très grand vin, et où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. Et pourquoi? Pourquoi des vignobles? On a parlé du vignoble de Franche-Comté, du vignoble du Jura, qui est un vignoble absolument magnifique, prodigieux, mais comme l'a dit Marc Potier, vignoble paysan, et qui au fond a une piètre réputation, puisque 80% du vin de Franche-Comté est bu par les Francs-Comtois, qui n'est pas très connu à l'étranger. Allez trouver une bouteille de vin d'Arbois à Hong Kong, aujourd'hui, il y en a peut-être un peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Donc c'est un vignoble qui est un peu presque sous l'été noir, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez connu par rapport à ce qu'il mérite. Il mériterait d'être connu. Et puis vous avez aussi des régions viticoles dans lesquelles il n'y a pas de vin, presque pas, qui ont une réputation épouvantable, alors qu'elles ont un potentiel extraordinaire. Il se trouve que moi j'ai commencé mon métier de géographe du vin en réalisant une maîtrise de géographie en 1969-70 sur les vins du Puget. Je peux vous assurer que je n'ai pas vu grand-chose de bon en 1969-70 dans le Puget. Il y avait à Seyssel quelques bons vins, il y avait à Montagneux un ou deux vignerons qui faisaient du bon vin. Le Cerdon était absolument imbuvable. Quant au vin de la cuvette de Velay, on n'y faisait rien de bien. Les mondeuses, il fallait s'accrocher à la table pour les boire. Le Gamay, je ne vous dis pas ce que c'était du poivron pas mûr. Donc c'était épouvantable. Aujourd'hui, on commence à faire un petit peu mieux. Mais voilà, et pourtant, quand vous analysez les sols, les climats, je ne sais pas si vous êtes allés déjà sur ce prodigieux balcon qui est au-dessus de Belay, où il y a le vin de Manicle, où il y a le vin de Machura. C'est un terroir potentiellement extraordinaire, où on pourrait faire des grands crus. Mais il n'y a pas eu le révélateur. Et le révélateur, c'est qui? Eh bien, c'est le client. Et en fait, tous les grands vignobles, ce que Roger Dion a magnifiquement montré, tous les grands vignobles naissent du client. Alors, la photographie, vous avez mis le Clos de Vougeot, ici, vous avez fort bien fait, cher ami, de le mettre sur la couverture, parce que ça, c'est le laboratoire du grand cru et de la démonstration que j'essaie de vous faire. C'est-à-dire que s'il y a ici un grand cru depuis 1000 ans, qui est le premier grand cru européen du Moyen-Âge. Il y a eu des grands crus dans l'Antiquité, en particulier en Italie, en Grèce, au Proche-Orient. Il y a eu des grands crus dans la haute Antiquité. N'oubliez pas que les vins de Gaza, que les vins du Caucase étaient très réputés en Mésopotamie, en Égypte, dès 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. On vient de découvrir une cuverie en Arménie qui remonte à 6100 avant Jésus-Christ, donc il y a 8100 ans. On ne sait pas à quoi ressemblait le vin. Enfin, c'est une vraie cuverie avec cuve, pressoir, etc. Tout y est dans une grotte en Arménie. Donc, sans doute que ce vin était réputé, vendu d'ailleurs dans les plaines de Mésopotamie, là où il y avait déjà des villes et on ne produisait pas de vin. Donc, des grands crus, il y en a eu dans l'Antiquité. On n'a pas le temps d'en parler ici. Mais ensuite, il y a les invasions. Les barbares déferlent sur le monde romain. La viticulture décline en particulier dans la partie occidentale. Du côté byzantin, ça a perduré, mais avec peu de commerce, tandis que du côté occidental, donc, il y a un déclin considérable avec l'arrivée de ces barbares buveurs de bière qui ne connaissent rien au vin, mais qui se convertissent au christianisme et à la romanité, et qui retrouvent le goût du vin, qui se disent, bon sang, bonsoir, il faut qu'on fasse du bon vin. Et ici, donc, cette abbaye de Cluny au sud, ou de Cîteaux dans la plaine, décide de faire du vin, et si possible de le faire bon. Pourquoi? En vertu de ce qui a été dit ce matin, orare et labora, donc prix et travail, mais la partie labora de la devise des moines, c'est travailler le mieux possible pour le service de Dieu, pour la grandeur de Dieu, mais aussi pour le plaisir. Et la règle de Saint-Benoît, qui a été aussi rappelée ce matin, va tout à fait dans ce sens-là. Donc un moine, une abbaye qui fait du vin, ne peut pas faire du vin médiocre. Parce qu'on ne peut pas dire la messe avec du vin médiocre. Le cardinal de Bernis, qui n'était pas un moine cistercien, loin s'en faut, disait sa messe au grand Meursault pour ne pas faire la grimace au Seigneur en communion, et il avait bien raison. C'est extrêmement chrétien de penser à cela en disant nous
sommes, non mais qui veut faire l'ange fait la bête. Et comme nous sommes ange et bête, et que si un prêtre célèbre la messe avec du vin, c'est bien sûr, puisqu'il croit à la transubstantiation, parce qu'il va boire le sang du Christ, mais comme ça n'est pas physiquement du sang, autant que ce soit du très très bon vin, donc que le sang du Christ se manifeste sous les apparences d'un grand cru, et c'était le cas du cardinal de Bernis, qui a dû sans doute raccourcir ses années de purgatoire, et j'espère que grâce à cela il est au paradis. Mais en tout cas, donc, au Clos de Fougeot, les moines décident de faire un très grand cru. Alors, pour eux, leur usage propre, modéré, avec modération, mais aussi, surtout, pour les autres qui passent à l'abbaye de Cîteaux. N'oubliez pas que l'abbaye de Cîteaux, dans ses systèmes, dans ses marécages de la plaine de la Saône, elle est quand même située à proximité immédiate de la plus ancienne voie de communication nord-sud de l'Occident, la grande voie romaine, Marseille-Trèves, Massalia-Trèves, qui passe dans le village de Saint-Bernard, comme ceux d'entre vous qui connaissent la région. Quand vous vous promenez en voiture sur la route qui traverse le village de Saint-Bernard, vous êtes sur la voie romaine et à 5 km de l'abbaye de Cîteaux. Donc dans les marécages, certes, mais à proximité d'une très très grande voie de communication, fréquentée au Moyen-Âge par les pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui vont à Jérusalem, par les croisés, par tous les princes d'Europe qui circulent, qui vont à Rome, du nord et qui vont à Rome. Ils s'arrêtent évidemment à Cîteaux et on les traite honorablement, on les traite même mieux que ça, parce qu'on espère aussi qu'il y aura quelques dons en retour, parce qu'ils font des promesses, si je reviens à la croisade vivant, sur je fais un don à l'abbaye. On les traite bien, on leur donne du bon vin, c'est une des vocations des abbayes que d'être hospitalière. Donc, toutes les raisons concourent à ce que, sur le Clos de Fougeot, eh bien, on essaye de faire le meilleur vin possible, y compris dans la technique viticole. Cet instrument qu'est la cuverie ou ce cellier montre bien qu'on a fait beaucoup d'efforts à l'époque pour essayer d'avoir le meilleur instrument possible. Eh bien, ça c'est vrai pour l'ensemble de la viticulture. La clientèle, elle est là. Et si en Bourgogne il y a des grands crus, eh bien c'est parce qu'il y a eu ici, en Côte d'Or, des climats réputés. Un journaliste m'a posé la semaine dernière la question, mais au fond, est-ce que c'est justifié? Aubert n'est pas là, il pourrait répondre beaucoup mieux que moi, mais il serait peut-être gêné. Moi je peux le faire puisque je suis un forain. Mais pourquoi est-ce qu'au fond le dossier déposé à l'UNESCO ne concerne que la Côte d'Or et pas la Saône-et-Loire ou pas l'Yonne et encore moins le Mâconnais? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est produit ici en Côte d'Or, sur la côte de Nuits et la côte de Baude, qui ne s'est pas produit en côte chalonnaise ni en Mâconnais, et qui est tout simplement le fait qu'il y a là la conjonction d'une demande exceptionnelle de clients qui étaient des amateurs très éclairés, et sans lesquels ces terroirs n'auraient jamais été révélés, parce que c'est une vraie révélation. J'oserais même utiliser le mot des archéologues, c'est une invention. On a inventé ici les grands crus parce qu'il y avait des clients éclairés. Et qui étaient ces clients éclairés? Donc d'abord, l'évêché d'Autun et son chapitre. Pourquoi l'évêché d'Autun? Parce qu'il est héritier d'une des plus grandes cités gallo-romaines, qui est celle donc des Éduins, Augustodunum, la très grande cité d'Autun, magnifique cité avec des monuments, etc., où a perduré le goût du vin et où s'est moins effacée la romanité que dans d'autres régions de la Gaule envahie par les barbares après, au moment des invasions. Donc ici a perduré un peu de romanité grâce à cette ville d'Autun et à cette civilisation d'Augustodunum. Ensuite, il y a d'autres évêchés qui avaient des terres ici, Langres en particulier, où il est dur de faire du vin. Langres, il a toujours fait plus froid que sur la Côte d'Or. Là, il y a vraiment une raison climatique. Après, il fait moins froid quand on remonte vers la Champagne. Mais Langres, c'est-à-dire quand vous regardez les cartes météo à la télévision, c'est toujours effroyable, le Langres. Hein. Et on est, quand le vent souffle d'est, comme vous savez, depuis les hauteurs de Langres, on voit la Jungfrau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle pour les vents qui viennent de Sibérie. Ça arrive directement sur Langres. Donc, en tout cas, les évêques de Langres et de Chapitre voulaient avoir de bons vins et ils avaient leurs terres ici. Ensuite, il y a des abbayes formidables, bien sûr Cluny, Cîteaux, mais aussi Tarbes, mais aussi Besse, etc., et Vergy, Saint-Vivant et quelques autres qui ont disparu aujourd'hui, mais qui avaient des possessions dans cet endroit-là. Et puis, il y a eu les ducs de Bourgogne qui ont joué un rôle majeur et qui
évidemment, avait un domaine qui était un héritage de la Lotharingie, donc allant depuis la mer du Nord, pas jusqu'à la Méditerranée, sauf à un certain moment dans la Lotharingie, mais en tout cas les ducs de Bourgogne avaient un domaine qui partait de cette région et qui allait jusqu'à la mer du Nord. Et en mer du Nord, il y avait beaucoup de richesses liées aux industries textiles et au commerce. Il n'était pas possible de faire du bon vin, même si le Moyen-Âge était moins froid que le petit âge glaciaire. Par conséquent, ici, c'est le vignoble des ducs de Bourgogne, par conséquent, de ces très riches villes flamandes. Et lorsque le roi de France récupère la Bourgogne, donc au moment de la défaite de Charles le Téméraire, de la mort de Charles le Téméraire et de l'entrée de la Bourgogne dans le royaume de France, le roi, eh bien, immédiatement reprend la suite des ducs, s'installe dans les mêmes clos, utilise les mêmes techniques, perfectionne les techniques et adopte tout à fait ce que Philippe le Hardi avait imaginé à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire donc la suppression du gamay, l'amélioration des techniques. Regardez les pressoirs des ducs à Chenauve qui sont des splendeurs. Donc on est là dans un laboratoire de la haute qualité parce qu'il y a des amateurs éclairés qui sont prêts à payer le prix pour avoir du bon vin. Donc on boit du vin de Bourgogne à la cour de France. Les papes d'Avignon boivent du vin de Bourgogne, ils sont désespérés quand ils retournent à Rome parce qu'on n'aura plus notre bon vin de Beaune, on leur en envoie d'ailleurs, le père abbé de Cîteaux en envoie au pape, donc c'est vraiment, certes il y a des Stradivarius, si je fais une comparaison musicale en Bourgogne, vous avez des terroirs exceptionnels qui ont un potentiel inimaginable, mais qu'est-ce qu'un Stradivarius s'il n'y a pas un violoniste de génie, une partition exceptionnelle, et s'il n'y a pas des auditeurs, parce que vous voyez le violoniste chez lui, de génie, avec son Stradivarius, jouer sur son violon tout seul, toute la journée, des semaines et des semaines, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il fait tant d'efforts? Parce qu'il sait qu'il a un concert quelques jours ou quelques semaines plus tard, et qu'il va falloir éblouir les auditeurs. Donc la vraie raison du talent du violoniste sur son Stradivarius dans une salle de concert, ce sont les auditeurs, c'est la maison de disques, c'est le producteur. Ils sont là, c'est-à-dire c'est l'équivalent des amateurs éclairés. Et sinon, ça ne sert à rien d'avoir un Stradivarius. Voilà, on le met dans une vitrine, on le met dans un coffre-fort, ça prend de la valeur, ça se vend toujours très 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 cher, mais quel est l'intérêt d'avoir un Stradivarius dans un coffre-fort? Donc, ce qui est intéressant avec le Stradivarius, c'est de le révéler par la magie d'un immense talent et d'un talent partagé par des auditeurs dont on devine un peu par l'écoute attentive qu'ils sont enthousiasmés par ce qu'ils entendent. C'est pareil d'ailleurs pour un peintre. Roger Dion disait, je vous cite une phrase de Roger Dion, le rôle du terrain dans l'élaboration d'un grand cru ne va guère au-delà de celui de la matière dans l'élaboration d'une œuvre d'art. Prenons la peinture. Vous avez une très belle toile, magnifique, blanche. Donc parfaitement, très belle toile, bien entoilée, enfin, comment on dit, entoilée, je crois, en tout cas sur un très bon cadre. Ça c'est parfait. Vous avez des pinceaux magnifiques en poil de martre, vous avez des couleurs extraordinaires, comme ont su inventer les peintres de la Renaissance. Bon, puis ça ne suffit pas. Il vous faut aussi le modèle, il vous faut le sujet, mais surtout, il faut le peintre extrêmement talentueux et très sensible à ce qu'il veut peindre. Et ce qu'il veut peindre, c'est pas seulement un réel, c'est pas seulement un paysage ou un visage. Il peint forcément l'âme humaine et la sienne en particulier. Donc il faut qu'il ait une âme particulièrement sensible, élevée, éduquée, pour qu'il arrive à réaliser une grande œuvre. Et puis tout ça, ça ne suffit pas, parce qu'aucun peintre, sauf exception, n'a peint que pour lui. Un peintre a toujours peint sur commande. Si Michel-Ange a produit des choses extraordinaires, c'est grâce aux Médicis, c'est grâce au pape Jules II. Sans les Médicis et sans le pape Jules II, Michel-Ange n'aurait rien fait. Qu'est-ce que c'est que le bout de marbre de Carrare que Michel-Ange a trouvé et qu'il a rapporté à grands frais à Florence et qui avait un défaut? Vous savez, ce fameux bout de marbre qui a servi à faire le David, il avait un défaut grave. Eh bien, Michel-Ange, à la demande des Médicis et de la ville de Florence, a fait cette sculpture extraordinaire d'un bout de marbre qui est un bout de caillou, tout simplement, parce qu'il y avait une commande extrêmement forte de la part d'un prince éclairé, amateur éclairé, et de toute une ville
qui portait le désir de ce prince. Et donc du défaut de ce marbre, il a fait un déhanchement du David qui donne une impression tout à fait extraordinaire quand on regarde cette statue, mais on ne peut pas imaginer que c'est un défaut. Et vous, les vignerons qui sont ici dans cette salle, vous avez plein de défauts. Jean-Claude, il a de l'argile. Est-ce que c'est bien de faire du vin sur de l'argile? Il y a des pentes trop fortes, bon, voilà, il y a plein de défauts que vous avez su, vous et vos prédécesseurs, atténuer, voire transformer en qualité. Et c'est ça qui est la magie de la viticulture de qualité, mais parce que derrière, il y a des amateurs. Et donc, le grand peintre, il ne peint que parce qu'il y a une commande, et que parce qu'il y a des galeristes, et que parce que, comme combien dans l'art contemporain, les galeristes ont joué le rôle, vous savez très bien, les gens comme les Maillet, par exemple, ont joué un rôle majeur dans l'œuvre de Picasso et d'un certain nombre de grands peintres du XXe siècle. Et ces galeristes, ils ne vivaient que parce qu'ils vendaient cher leurs tableaux. Et un peintre qui est apprécié et qui vend cher ses tableaux, il a envie de se dépasser et d'aller toujours plus loin. Donc la question du prix qui a été évoquée tout à l'heure par Mme Pichery, notre collègue de Dijon, elle est fondamentale. Rien n'est trop cher, de même que rien n'est trop beau pour Dieu quand on fait du vin dans une abbaye, rien n'est trop cher quand il s'agit de vin, et donc la question du rapport qualité-prix est évidemment beaucoup trop simple, puisqu'on achète du rêve. Donc quand on achète du rêve, ça n'a pas de prix. Quand on aime, on ne compte pas, et le vin, l'illustre, ça ne veut pas dire qu'il fallait augmenter vos prix, hein, Jean-Claude, Sylvain, non, ça suffit, hein. Restez où vous en êtes, mais je crois qu'il est très important de voir pourquoi on arrive à une telle concentration, non pas de concentration au goût du vin, mais concentration de rêve, dans l'élégance, dans le raffinement, dans la complexité. Et la complexité, ça n'a pas de prix. Donc c'est ça qui est important, c'est que les amateurs éclairés continuent à toujours demander plus de complexité, de raffinement, de délicatesse, de caresse, d'émotion aux vignerons qui produisent les vins pour eux. Et donc le dialogue entre les vignerons, et j'étais heureux de voir que beaucoup sont venus aujourd'hui, le dialogue entre des vignerons et les amateurs est tout à fait important. Continuez, mesdames et messieurs les bourguignons, à recevoir les gens chez vous, même si ce sont des clients rares qui ne peuvent pas acheter toujours vos vins. Et c'est vraiment important que vous entreteniez ce contact qui était un des charmes de la Bourgogne, à une époque où peu de gens voyageaient, donc il y avait toujours une porte ouverte en Bourgogne, et comme disait monsieur, j'oublie son nom, propriétaire du château de Pommard qui vient de mourir. La Blanche, comme disait la Blanche, il faut que Jean-Claude sorte aussi. À Bordeaux, il y a tout à vendre et rien à boire, tandis qu'en Bourgogne, il n'y a rien à vendre mais tout à boire. Je crois que c'est pas tout à fait vrai, et qu'aujourd'hui, il vaut mieux quand même que vous fermiez un peu vos portes, parce que sinon vous seriez envahis par des quantités de gens. Mais en tout cas, ce dialogue entre les amateurs éclairés et les vignerons est essentiel. Donc pas longtemps, je vais finir, mais je voudrais rappeler quand même que beaucoup de grands vins de France, on pourrait parler des vins de l'étranger aussi, sont nés de marchés de consommation extérieure, et souvent très lointains. Et il n'y a pas de honte à ça. Est-ce que le champagne existerait sans les Anglais? Vous savez très bien que le vin de Champagne, qui était rouge au Moyen-Âge, on faisait du vin blanc à partir du XVIe, XVIIe siècle, était exporté, descendait la Seine, était exporté vers l'Angleterre, mais non pas que les champenois, les Anglais aimaient beaucoup ce petit vin aigrelet, parce que je peux vous assurer qu'au XVIIe siècle, le vin blanc tranquille de Champagne ne devait pas être très agréable à boire. C'était un vin extrêmement acide et sans beaucoup de caractère. Mais que faisaient les Anglais avec ce vin? Ils mettaient du sucre de canne dedans, parfois des épices, ils mettaient ça dans une bouteille, parce qu'ils savaient faire des bouteilles en verre épais, ils mettaient un bouchon de liège, parce qu'ils avaient découvert au Portugal ce matériau extraordinaire qu'on avait complètement oublié depuis l'Antiquité, et puis ils se sont aperçus que ça se mettait à refaire monter, que ça devenait mousseux, que c'était drôle, que ça faisait un vin saut de bouchon, et à partir du XVIIe siècle, fin XVIIe, ils aiment le champagne mousseux, qui devient à la mode en France seulement après la mort de Louis XIV. Et qu'on ne fabrique réellement en France qu'à partir de la mort de Louis XIV. On ne fait pas de champagne mousseux en France avant 1715. Donc c'est grâce aux Anglais qu'on fait du champagne. Mais il n'y a pas de honte à ça. Reconnaissons aux Anglais qu'ils ont été des consommateurs, des amateurs éclairés, et ils ont révélé une potentialité du terroir de Champagne qui n'aurait pas du tout été imaginée auparavant, parce qu'on considérait au contraire que la malolactique qui se faisait très tard
voir la fermentation du sucre résiduel qui se faisait au printemps en Champagne était un défaut. On avait des vins qui picotaient au mois de mai. Donc personne ne trouvait ça bon. Mais à la manière anglaise, eh bien, c'est devenu un must, c'est devenu un vin extraordinaire, vin de la fête, vin de l'amour, vin de la réussite. Et il faut bien reconnaître que tant mieux pour les Champenois, puisque c'est quand même un des grands pôles de l'exportation vitivinicole française. Est-ce que le vin de Bordeaux, tel qu'il est aujourd'hui, les grands vins de Bordeaux, les grands terroirs de Bordeaux, existeraient s'il n'y avait pas eu cette longue histoire d'amour avec l'Angleterre, remontant au Moyen-Âge, remontant au divorce d'Aliénor d'Aquitaine et son mariage avec Henri II Plantagenet? Tout ça a permis au fil des siècles, et grâce aux Chartrons, qui étaient les Anglais, des Irlandais, des Hollandais, des Allemands, de révéler ces terroirs totalement inconnus, qui étaient ceux du Médoc. Qui aurait pu penser au début du XVIIe siècle qu'on pourrait faire des grands vins sur ces terres à moutons au bord, perdus entre les palus du bord de Gironde et la forêt landaise, les marécages landais. Il n'y avait pas de forêt, c'était les marécages landais. Personne. Eh bien, il y a eu des gens qui étaient des étrangers qui se sont dit mais on va essayer de faire du vin ici. Et ils ont trouvé qu'en drainant les sols, en utilisant des cépages qui étaient les meilleurs cépages possibles de ce secteur, qui était le Cabernet Sauvignon en particulier, arrondi par un peu de merlot, ça pouvait donner, grâce au vieillissement en barrique, puis au vieillissement en bouteille, ça pouvait donner des vins extraordinaires. N'oubliez pas que le vieillissement en bouteille, qui n'est pas né du souci des vignerons, mais qui est né du souci des consommateurs et des marchands, ça a révélé les terroirs. Vous savez très bien qu'un grand cru bu à l'automne, comme vous le faites en Bourgogne au moment des Trois Glorieuses, au moment de la vente des vins, c'est pas très séduisant en général, hein. C'est vraiment pas séduisant, même si alors, les enfants de Louis Michel, eux, ils savent tout de suite que c'est un grand cru dès le 15 octobre, tu m'en gardes pour cette bouteille, c'est quand même des enfants qui ont une génétique très particulière, quand même, qui auraient été légués par des ancêtres amateurs éclairés. Donc c'est la mise en bouteille qui permet de révéler les vertus du vin au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 50 ans. Où le vin est à son mieux au bout de 50 ans. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est venu du bout de la chaîne, c'est-à-dire les commerçants et les amateurs, pas des vignerons eux-mêmes, qui, a priori, n'ont pas de raison de faire vieillir les vins avant de les vendre. Donc, il y a cette chaîne qui va du terroir physique aux amateurs, elle est absolument fondamentale. Donc, arrêtons de diviniser le terroir physique, mais donnons-lui toute sa place. C'est un Stradivarius dans certains cas, c'est un bon violon dans d'autres cas, c'est un violon plus simple encore, peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et donc, la viticulture de qualité, c'est un peu comme l'éducation des enfants, c'est d'essayer de tirer le meilleur parti possible, en sachant qu'on commet beaucoup d'erreurs, qu'on a des échecs, on peut se tromper, mais de tirer le meilleur parti possible du terroir. Eh bien, ce meilleur parti possible ne peut être découvert et révélé que grâce aux amateurs éclairés que je salue dans la personne de leur président.